Il y a un texte qui a circulé en secret pendant des millénaires. Pas dans les bibliothèques, pas dans les universités, pas dans les librairies, dans les mains de quelques initiés transmis de maître à disciple, dans le silence, sous serment, avec une consigne précise. Ne jamais le divulguer à ceux qui n'étaient pas prêts à le recevoir. Ce texte décrivait les lois fondamentales qui gouvernent l'univers. Pas des lois religieuses, pas des commandements moraux, des lois de fonctionnement, des mécanismes précis qui opèrent en permanence, que tu les connaisses ou non, que tu y crois ou non, avec la même implacabilité que la gravité. Son auteur présumé était un homme ou peut être un mythe que les anciens Égyptiens appelaient Thoth, que les Grecs appelaient Hermès, et que la tradition ésotérique a fini par nommer Hermès Trismégiste, Hermès le 3 fois grand. En 1908, un livre est apparu, signé simplement 3 initiés. Aucun nom, aucun éditeur connu, aucune préface académique. Juste un texte dense, précis et profondément dérangeant pour quiconque prenait le temps de le lire vraiment. Ce livre s'appelait le Kybalion. Il prétendait compiler l'essence des enseignements hermétiques, les 7 principes fondamentaux que les initiés avaient transmis en secret depuis des millénaires. Et il le faisait avec une clarté que les gardiens de ce savoir avaient précisément choisi de ne jamais rendre public. Pourquoi ce savoir avait-il été caché aussi longtemps ? Pas parce qu'il était dangereux au sens ordinaire du terme, mais parce que ces principes donnent à ceux qui les comprennent vraiment une façon de voir le monde et de se voir eux-mêmes qui change fondamentalement leur rapport à la réalité. Et qu'une telle façon de voir n'était pas, estimaient les anciens maîtres, à la portée de tous les esprits à tous les moments. Dans cet audiolivre, on ne va pas te donner un résumé superficiel des 7 lois. On va les ouvrir une par une, les examiner dans leur profondeur réelle et regarder ce qu'elles impliquent concrètement pour la façon dont tu vis ta vie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut comprendre quelque chose sur le Kybalion lui-même. Ce livre est apparu en 1908 sans que personne ne sache exactement d'où il venait. Les auteurs se sont désignés sous le nom de 3 initiés et aucune recherche historique sérieuse n'a jamais réussi à les identifier avec certitude. Certains chercheurs pensent que l'un d'eux était William Walker Atkinson, un auteur et avocat de Chicago qui écrivait sur la pensée nouvelle sous plusieurs pseudonymes. D'autres estiment que le texte est une synthèse originale d'une tradition bien plus ancienne. D'autres encore, minoritaires, croient que le texte provient réellement d'une chaîne de transmission initiatique ininterrompue. Ce qui est certain, c'est que le livre a survécu. Plus d'un siècle après sa publication discrète, sans publicité, sans campagne éditoriale, sans auteur identifiable, le Kybalion est toujours là. Photocopié, traduit, commenté, étudié, dans des cercles ésotériques du monde entier. Ce type de longévité silencieuse ne se produit pas par accident. Il se produit parce que quelque chose dans le contenu résonne avec quelque chose de réel chez ceux qui le lisent vraiment. Et c'est précisément ce que l'on va explorer ensemble. Ce que tu vas entendre a été enseigné dans le secret pendant des siècles. Il est maintenant accessible. La question n'est pas de savoir si tu peux y accéder. La question est de savoir si tu es prêt à voir ce que tu verras quand tu regarderas vraiment. On commence. Chapitre : un Hermès Trismégiste. L'homme, le mythe et le secret transmis pendant des millénaires. Avant d'entrer dans les 7 lois, il faut comprendre d'où elles viennent, pas pour des raisons historiques abstraites, mais parce que la source de ce savoir est elle-même l'une des choses les plus fascinantes et les plus troublantes de toute l'histoire de la pensée humaine. Hermès Trismégiste est une figure qui se trouve à l'intersection de plusieurs civilisations et de plusieurs millénaires. Les Égyptiens le connaissaient sous le nom de Thoth, le dieu de la sagesse, de l'écriture et de la connaissance secrète. Les Grecs l'ont assimilé à Hermès, le messager des dieux, le gardien des frontières entre les mondes. Les Romains l'ont appelé Mercure. Les alchimistes médiévaux le citaient comme leur maître le plus ancien. Ce qui est remarquable, c'est que contrairement à la plupart des figures mythiques dont le nom s'estompe progressivement au fil des siècles, Hermès Trismégiste est réapparu régulièrement dans l'histoire de la pensée humaine à la Renaissance italienne, dans la tradition alchimique arabe, dans la Kabbale juive, dans la tradition rosicrucienne, dans la franc-maçonnerie. Chaque fois qu'une tradition cherchait à remonter aux sources d'une sagesse universelle, elle finissait par trouver ce nom. La tradition hermétique qu'il représente, qui soit un homme réel, un mythe, ou la personnification d'une sagesse collective, est l'une des plus anciennes et des plus cohérentes que l'histoire de la pensée ait produite. Elle prétend décrire non pas une façon parmi d'autres de comprendre l'univers, mais la structure fondamentale de la réalité elle-même. Le Kybalion de 1908 était accompagné d'une déclaration que ces auteurs anonymes formulaient avec une confiance qui, à l'époque, avait quelque chose de déconcertant. Ils disaient que les principes qu'ils allaient exposer n'étaient pas des opinions ou des interprétations, ils étaient des lois. Des lois aussi réelles et aussi opérationnelles que les lois de la physique, mais qui opéraient à un niveau que la physique de leur époque n'avait pas encore les outils pour cartographier. Des décennies plus tard, des aspects de la physique quantique, de la cosmologie,
et des neurosciences ont commencé à produire des descriptions de la réalité qui résonnent de façon troublante avec certains de ces principes anciens, pas de façon identique, pas avec la même terminologie, mais avec suffisamment de convergence pour que des chercheurs sérieux aient pris le temps de noter la correspondance. C'est pas de la magie, c'est pas de la superstition, c'est quelque chose de plus profond et de plus inconfortable que les deux. L'hypothèse que certains aspects fondamentaux de la réalité ont été observés et compris par des esprits anciens bien avant que les outils scientifiques modernes permettent de les mesurer. Il faut aussi parler de ce que la tradition hermétique n'est pas parce que les malentendus sur ce sujet sont légion et qu'ils empêchent souvent les personnes les plus rationnelles et les plus rigoureuses d'en extraire, ce qui est réellement précieux. La tradition hermétique n'est pas de la pensée magique. Elle ne prétend pas que la réalité physique peut être modifiée par le seul désir ou par la seule intention, sans action dans le monde matériel. Elle ne promet pas de richesse, de santé ou d'amour à ceux qui vibrent à la bonne fréquence en restant passifs. Ce type de lecture du corpus hermétique est une déformation populaire souvent propagée par des courants de développement personnel superficiels qui ont emprunté la terminologie hermétique sans en comprendre la profondeur. La vraie tradition hermétique est exigeante. Elle demande un travail sur soi qui est lent, progressif, souvent inconfortable. Elle ne promet pas de raccourcis. Elle offre une compréhension et, avec cette compréhension, la possibilité d'agir de façon plus lucide et plus délibérée dans sa propre vie. C'est une distinction cruciale. Et c'est la raison pour laquelle, dans les pages qui suivent, chaque loi sera présentée avec sa profondeur réelle, pas sa version édulcorée, pas sa version vendue dans les boutiques de cristaux et de pensée positive, la version qui dérange, qui interroge, et qui, si elle est vraiment intégrée, change quelque chose de fondamental dans la façon dont on habite sa propre existence. Ce que la tradition hermétique prétend, et ce que le Kybalion formule avec une précision inhabituelle pour un texte de cet âge, c'est que ces lois ne sont pas des règles imposées de l'extérieur. Elles sont immanentes à la structure de l'univers, elles fonctionnent de l'intérieur, comme la gravité, comme l'entropie, comme le temps. Et c'est précisément pour cette raison que les comprendre n'est pas optionnel si tu veux agir délibérément dans ta vie plutôt que de simplement la subir. Les anciens maîtres hermétiques avaient une formule qu'ils répétaient à leurs disciples avant chaque enseignement important. Il disait « Les yeux ne voient que ce que l'esprit est prêt à reconnaître ». Autrement dit, ce que tu vas entendre dans les chapitres qui suivent, tu en as peu, est déjà perçu des fragments dans une expérience de vie, dans un livre, dans une conversation qui t'a frappé sans que tu puisses exactement dire pourquoi. Ce que le Kybalion fait, c'est donner un cadre à des intuitions que tu portais peu, être sans avoir les mots pour les nommer. Prenons le temps qu'il faut pour chaque loi. Ce n'est pas un podcast d'information rapide. C'est une transmission au sens où les initiés comprenaient ce mot. Un passage de quelque chose, d'un esprit à un autre, avec tout le soin que ce passage mérite. Et maintenant, les 7 lois. Chapitre 2, la première loi. Le mentalisme, tout est esprit. La première loi hermétique est la plus radicale, la plus difficile à intégrer vraiment, et celle dont toutes les autres découlent. Elle est formulée ainsi dans le Kybalion, tout est esprit, l'univers est mental. Attends. Ne referme pas encore. Parce que ce que cette loi dit est bien plus précis et bien plus dérangeant que ce que la formulation laisse supposer à première vue. Elle ne dit pas que la matière n'existe pas. Elle ne dit pas que le monde physique est une illusion au sens vulgaire du terme, que si tu te cognes un orteil, ça ne fait pas vraiment mal, parce que tout est dans la tête. Ce serait une mauvaise lecture, et les initiés hermétiques auraient ri de cette simplification. Ce que la première loi dit est quelque chose de beaucoup plus précis. Elle dit que la substance fondamentale de l'univers, ce dont tout est fait à son niveau le plus profond, est de nature mentale, ou consciente, ou informationnelle, selon la terminologie qu'on choisit. Que la matière telle que nous la percevons est une manifestation d'un principe plus fondamental qui est de l'ordre de la conscience ou de l'esprit. Ce n'est pas une idée exclusivement ésotérique. C'est une position que des physiciens sérieux, des philosophes de la conscience et des cosmologistes contemporains explorent avec des outils mathématiques que les initiés hermétiques n'avaient pas. La question de savoir si la conscience est un produit de la matière ou si la matière est une manifestation d'un principe plus fondamental est l'une des questions les plus ouvertes et les plus controversées de la science. Contemporaine, le Kybalion la tranchait, avec une certitude que la science moderne n'a pas encore. Mais il l'a formulée d'une façon qui, des siècles avant les débats actuels, anticipait exactement les bonnes questions. Ce que cette loi implique pour ta vie quotidienne est plus concret qu'il n'y paraît. Si l'univers est fondamentalement mental, si la réalité que tu vis est en partie constituée par l'état de conscience à partir duquel tu l'observes, alors changer cet état de conscience n'est pas une métaphore pour voir les choses différemment. C'est un acte qui affecte réellement
la réalité que tu vis. C'est ce que Murphy appelait la programmation du subconscient. C'est ce que Neville Goddard appelait l'hypothèse vécue. C'est ce que les anciens hermétistes appelaient le travail mental, l'art de façonner délibérément l'état de conscience à partir duquel on rencontre la réalité. Tous ces enseignements partent du même endroit, la première loi hermétique. Tout est esprit. Et si tout est esprit, alors l'esprit, ton esprit, n'est pas séparé de la réalité qu'il observe. Il en fait partie intégrante. Pense à ce que cela signifie dans ta vie quotidienne. Tu ne traverses pas ta journée comme un spectateur neutre qui observe une réalité complètement extérieure à lui. Tu la traverses comme un participant dont l'état intérieur colore, filtre, amplifie ou atténue chaque expérience. Deux personnes peuvent vivre exactement le même événement objectif, le même licenciement, la même rupture, la même opportunité manquée et en faire des expériences radicalement différentes. Parce que l'état de conscience à partir duquel chacune rencontre cet événement est différent. Ce n'est pas du relativisme, ce n'est pas l'idée que tout dépend du point de vue et aucune réalité n'est plus vraie qu'une autre. C'est quelque chose de bien plus précis. L'idée que la réalité vécue, l'expérience subjective de la vie, est toujours une co-création entre ce qui se passe à l'extérieur et l'état mental à partir duquel on y répond. Et si c'est vrai, si la première loi hermétique est juste, alors la question la plus importante que tu puisses te poser n'est pas comment changer ma situation. Elle est à partir de quel état est-ce que je rencontre ma situation. Parce que changer la situation depuis un état bas produit souvent une nouvelle situation aussi difficile que la précédente. Mais changer l'état depuis lequel tu rencontres la situation, ça, selon la première loi hermétique, c'est ce qui change réellement quelque chose à la nature de l'expérience elle-même. C'est une idée exigeante. Elle demande de prendre une responsabilité intérieure que la plupart des gens préfèrent éviter. Il est beaucoup plus confortable de croire que la réalité est entièrement extérieure à nous et que la seule façon de la changer est d'agir sur elle directement. Le mentalisme dit que cette croyance est une moitié de la vérité et que l'autre moitié est ce qu'on n'a généralement pas appris à voir. Chapitre 3, la deuxième loi, la correspondance comme en haut, ainsi en bas. Comme en haut, ainsi en bas. Comme en bas, ainsi en haut. Comme au dedans, ainsi au dehors. Comme au dehors, ainsi au dedans. C'est la deuxième loi hermétique. Et c'est celle que tu as probablement déjà entendue souvent citée, rarement vraiment comprise. La plupart des gens l'entendent comme une métaphore poétique. Quelque chose de beau et d'abstrait sur le fait que le cosmos et l'individu se ressemblent, que l'univers et l'atome partagent des structures similaires. C'est vrai et c'est fascinant. Mais ce n'est pas tout. La loi de correspondance dit quelque chose de plus précis. Il y a une relation structurelle entre les différents niveaux de la réalité. Ce qui se passe à un niveau a un correspondant à tous les autres niveaux. Et cette correspondance n'est pas une analogie, c'est une réalité fonctionnelle. Ce que ça signifie concrètement, ce qui se passe dans ton monde intérieur a un correspondant dans ton monde extérieur. Pas par hasard, pas parfois. De façon systématique et structurelle, ton état émotionnel chronique, le registre affectif dans lequel tu vis la plupart du temps, a un correspondant dans les types de situations que tu rencontres, les types de relations que tu attires, les types d'opportunités que tu vois ou que tu ne vois pas. Pas parce qu'une force cosmique t'envoie des situations en accord avec tes émotions, mais parce que ton état intérieur configure ta perception, tes comportements automatiques et les signaux que tu envoies à ton environnement, et que tout cela produit des conséquences qui correspondent à cet état. Un homme qui vit dans un état chronique de méfiance se comporte d'une façon qui génère des trahisons. Non pas parce que les autres sont intrinsèquement peu fiables, mais parce que la méfiance constante produit des comportements, la fermeture, la testification permanente, l'attente du pire, qui crée précisément les dynamiques relationnelles qu'elle cherchait à éviter. Une personne qui vit dans un état chronique d'ouverture et de confiance calibrée se comporte d'une façon qui génère des connexions, des collaborations, des opportunités. Non pas parce que l'univers la favorise, mais parce que son état intérieur produit des comportements qui créent ce type de réalité extérieure. C'est la loi de correspondance en action. Pas mystique, pas magique, fonctionnelle. La loi de correspondance s'applique aussi à ce que les hermétistes appelaient les plans, les différents niveaux de la réalité. Le plan physique, le plan mental, le plan spirituel. Et leur affirmation était que les mêmes structures fondamentales se retrouvent à chacun de ces niveaux, parce que ce sont les mêmes lois qui opèrent partout. Ce que la science moderne appelle autosimilarité ou fractale, le fait que certains motifs se reproduisent à des échelles différentes, de la structure d'une feuille à la structure d'une rivière, à la structure d'un réseau neuronal, était observé empiriquement par les anciens, bien avant les mathématiques qui permettent de le formaliser aujourd'hui. Mais la dimension la plus pratique de la loi de correspondance reste celle du miroir. Ta réalité extérieure
te dit quelque chose sur ta réalité intérieure. Pas tout, il y a des facteurs externes sur lesquels tu n'as aucune influence. Mais les patterns récurrents de ta vie, les types de problèmes qui reviennent, les types de relations qui se répètent, les types d'opportunités que tu vois ou que tu rates de façon systématique, ces patterns méritent d'être regardés comme des informations sur l'état intérieur qui les génère ou les attire. Ce n'est pas une invitation à la culpabilité. La loi de correspondance n'est pas une loi du blâme, elle est une loi de la responsabilité. Et la responsabilité est libératrice, parce qu'elle implique que tu as une influence réelle sur ta réalité. Pas totale, pas immédiate, mais réelle et progressive. Et la direction de la causalité peut être inversée. Si le dedans crée le dehors, alors travailler délibérément sur le dedans, sur l'état de conscience, sur les croyances profondes, sur les patterns émotionnels chroniques, est le levier le plus puissant sur le dehors, plus puissant que toute stratégie purement externe, parce qu'il opère à la racine plutôt qu'aux symptômes. C'est ce que Murphy, Goddard et Hill avaient tous compris, et ce que le Kybalion formulait des siècles avant eux sous la forme de cette deuxième loi. Chapitre 4, la troisième loi, la vibration rien ne repose. Rien ne repose, tout se meut, tout vibre. La troisième loi hermétique est celle qui a vieilli le mieux face à la science moderne. Parce que c'est précisément ce que la physique quantique a démontré, avec une précision mathématique que les anciens hermétistes n'auraient pas pu imaginer à l'échelle subatomique. Il n'existe rien de statique. La matière elle-même est mouvement, vibration, oscillation permanente. Mais les hermétistes ne se contentaient pas de décrire la physique des particules. Ils étendaient ce principe à tous les niveaux de la réalité, y compris les états mentaux et émotionnels. Ils disaient que les pensées vibrent, que les émotions vibrent, que les états de conscience vibrent à des fréquences différentes avec des effets différents sur la réalité que ces états génèrent. Et que la différence entre des états mentaux élevés, la joie, la gratitude, l'amour, la créativité, et des états bas, la peur chronique, la haine, le ressentiment, le désespoir, n'est pas seulement une différence qualitative subjective, c'est une différence de fréquence vibratoire. Ce vocabulaire, fréquence, vibration, résonance, est aujourd'hui utilisé dans le développement personnel de façon si inflationniste et si superficielle qu'il a perdu une grande partie de son sens. Mais derrière la banalisation se trouve quelque chose de réel. Les états émotionnels chroniques produisent des états physiologiques chroniques, des patterns hormonaux, des réponses du système nerveux autonome, des états d'activation ou de désactivation du système immunitaire qui sont mesurables et qui affectent réellement comment le corps et le cerveau fonctionnent. Un état de joie authentique et un état de peur chronique ne sont pas seulement différents subjectivement. Ils produisent des biochimies différentes, des perceptions différentes, des comportements différents et in fine des expériences de vie différentes. C'est ce que les hermétistes appelaient la différence de vibration. Et la loi de vibration implique quelque chose d'important pour la pratique quotidienne. Si tout vibre, si ton état mental et émotionnel est une forme de vibration, alors il est modifiable. Pas de façon instantanée, pas en répétant des affirmations mécaniquement, mais par un travail délibéré et progressif sur ce qu'on nourrit, ce qu'on répète, ce à quoi on consacre son attention de façon continue. Les initiés hermétiques appelaient ça la transmutation mentale, l'art de changer délibérément la vibration de son état mental, exactement comme un alchimiste cherchait à transmuter des métaux vils en or. Ce n'est pas de la magie, c'est une compétence. Une compétence que peu de gens développent, parce que personne ne leur a dit que ça existait et que ça se travaillait. Voici ce que la loi de vibration implique de façon très concrète. Lorsque tu nourris une pensée de façon répétée, que ce soit une pensée de gratitude ou une pensée de ressentiment, une anticipation positive ou une rumination anxieuse, tu ne fais pas que penser cette pensée. Tu entres dans un état physiologique correspondant. Les neurosciences ont montré que les pensées récurrentes créent des voies neurales préférentielles des sillons dans le cerveau qui rendent la prochaine occurrence de cette pensée plus facile, plus automatique, plus probable. Tu vibres littéralement différemment selon ce que tu répètes mentalement. Et cela s'étend à ce que tu consommes. Les conversations dans lesquelles tu t'immerges, les contenus que tu regardes pendant des heures, les histoires que tu te racontes sur qui tu es et sur ce qui est possible pour toi. Tout cela contribue à maintenir ou à modifier ta vibration de base, ce que les hermétistes appelaient ton niveau habituel de conscience. La pratique concrète de la loi de vibration n'est pas de répéter des affirmations positives dans le vide. C'est de surveiller honnêtement ce que tu nourris et de commencer à modifier progressivement et délibérément la composition de ce que tu alimentes. Moins de rumination, plus de vision, moins d'attention portée aux preuves de l'impossibilité, plus d'attention portée aux preuves de ce qui fonctionne, pas dans le déni, dans le choix conscient de ce que tu répètes. C'est lent,
C'est une question de semaines et de mois, pas de jours. Mais c'est réel parce que la physique du cerveau est réelle. Et parce que la loi de vibration décrit quelque chose que la neurologie moderne confirme avec ses propres outils. Chapitre 5, la 4e loi, la polarité tout à ses contraires. Tout est double, tout a deux pôles, tout a ses contraires. Les contraires sont identiques en nature, mais différents en degrés. La 4e loi hermétique peut être celle qui, une fois vraiment intégrée, change le plus immédiatement la façon dont on vit ces expériences difficiles. Commençons par ce qu'elle dit littéralement. Elle dit que les contraires ne sont pas des opposés absolus, ce sont les deux extrémités d'un même continuum. Le chaud et le froid ne sont pas deux choses différentes. Ce sont deux degrés d'une même chose, la température. Le clair et l'obscur ne sont pas deux choses différentes. Ce sont deux degrés d'une même chose. La lumière et le kybalion étendaient ce principe aux états mentaux et émotionnels avec la même rigueur. L'amour et la haine ne sont pas des opposés absolus. Ce sont les deux extrémités d'un même continuum émotionnel. La peur et le courage ne sont pas des opposés absolus. Ce sont des degrés différents d'un même état de conscience face à l'incertitude. Ce que cela implique est radical. Cela signifie qu'on peut se déplacer sur ce continuum, pas instantanément, pas sans effort, mais progressivement, délibérément. Parce que si la haine et l'amour sont les extrémités d'un même spectre, il existe entre les deux un continuum de degrés et on peut se déplacer sur ce continuum. Il existe une pratique que le Kybalion appelait la polarisation mentale. Elle consiste à identifier l'état négatif que tu veux transformer, la peur, le ressentiment, le découragement, l'indifférence, et à se déplacer délibérément vers le pôle opposé du même continuum, 1 degré à la fois, non pas en niant l'état négatif, non pas en feignant un état positif, mais en cherchant à l'intérieur du même spectre une position légèrement plus élevée, un degré de moins de peur, un degré de plus de courage. Ce mouvement progressif, maintenu dans le temps, produit une transformation réelle. Pas spectaculaire, pas immédiate, mais réelle et cumulative. La loi de polarité implique aussi quelque chose de libérateur sur les expériences difficiles. Si chaque état négatif est une extrémité d'un continuum, dont l'extrémité positive existe nécessairement, si la douleur et la joie sont les deux pôles du même axe de l'expérience humaine, alors aucun état négatif n'est permanent. Aucun n'est absolu. Et la possibilité du pôle opposé est toujours présente dans la structure même de l'expérience, même quand elle semble complètement inaccessible. Ce n'est pas de l'optimisme naïf. C'est une description structurelle de la façon dont la réalité fonctionne selon la tradition hermétique. Laisse-moi te donner un exemple précis de la façon dont la loi de polarité peut changer ta relation à tes états émotionnels les plus difficiles. Imagine que tu traverses une période de découragement intense. Pas un découragement léger, le genre de découragement qui te fait douter de la validité de tes projets, de tes choix, de ta propre capacité à accomplir quoi que ce soit de significatif. Le genre de découragement qui, à ces heures les plus sombres, ressemble à une certitude. La réaction habituelle à cet état est de deux types. Soit on tente de le nier, de se forcer vers un état d'enthousiasme artificiel qui sonne faux et qui s'effondre rapidement parce qu'il ne correspond à rien de réel. Soit on s'y abandonne, on laisse le découragement devenir le narrateur de sa vie, on prend des décisions depuis cet état, on accepte ses verdicts comme s'ils étaient des faits. La loi de polarité offre une troisième voie. Elle dit « Le découragement et l'enthousiasme sont les deux extrémités du même axe. L'axe de l'engagement envers la vie et envers ce qu'on crée. Ils ne sont pas deux choses différentes. Ce sont deux degrés de la même chose. Et entre ces deux extrêmes, il existe tout un spectre de positions intermédiaires, des états moins intenses que l'enthousiasme débordant, mais infiniment plus fonctionnel que le découragement total. L'objectif n'est pas de passer directement du découragement à l'enthousiasme, c'est de se déplacer d'un degré vers la neutralité d'abord, puis vers la curiosité tranquille, puis vers l'engagement mesuré. 1 degré à la fois, progressivement, sans prétendre être là où on n'est pas encore. C'est cela, la polarisation mentale selon le Kybalion. Et c'est une pratique d'une profonde honnêteté, parce qu'elle ne demande pas de mentir sur ton état actuel. Elle demande seulement de refuser que cet état soit définitif. Chapitre 6, la 5e loi, le rythme tout flux et reflux. Tout coule en dehors et en dedans. Tout a ses marées. Tout monte et descend. Le balancement du pendule se manifeste en toutes choses. La 5e loi hermétique est celle que la plupart des gens comprennent intuitivement et appliquent le moins bien dans leur vie pratique. Le rythme dit que tout dans l'univers suit des cycles, des oscillations, des flux et des reflux. Ce n'est pas une métaphore sur les marées.
C'est une description d'un principe fondamental qui s'applique à tous les niveaux de la réalité des cycles cosmiques, au cycle des civilisations, des cycles biologiques, au cycle des états mentaux et émotionnels individuels. Tu as déjà vécu ça. Il y a des périodes dans ta vie où tout semble couler facilement, où les idées viennent, où l'énergie est là, où les décisions s'imposent clairement, où les choses se mettent en place avec une relative fluidité. Et il y a des périodes où exactement l'inverse se produit, où l'énergie est basse, où la clarté est absente, où le moindre effort semble coûteux, où le doute remplace la certitude. La plupart des gens interprètent ces oscillations de façon catastrophique quand elles vont dans la mauvaise direction. Quand l'énergie baisse, ils concluent que quelque chose s'est cassé, que la période positive était une exception et que le creux est leur vérité profonde. Ils prennent des décisions importantes depuis cet état bas, des décisions colorées par la perception déformée que le creux du cycle produit. Le Kybalion offrait quelque chose de différent. Il disait « Comprends la loi du rythme et tu ne seras plus jamais à la merci de tes cycles. Pas parce que tu peux les arrêter, tu ne le peux pas, mais parce que tu peux apprendre à ne pas être emporté par le pendule. » La pratique que les hermétistes décrivaient s'appelait la neutralisation du rythme. Elle consiste à développer une conscience suffisamment élevée, suffisamment détachée, pour observer le balancement du pendule sans être ballotté par lui. Comme quelqu'un qui se tient au centre d'un pendule en mouvement, les extrémités oscillent, mais le point central reste stable. Concrètement, quand tu traverses une période basse, ne prends pas de décision définitive sur qui tu es, ce que tu vaux ou ce qui est possible pour toi. Reconnais que tu es dans le creux d'un cycle, maintiens les actions minimales nécessaires et fais confiance au fait que le pendule reviendra parce que c'est ce que font les pendules, toujours, sans exception. Et quand tu traverses une période haute de clarté, d'énergie, de fluidité, profites-en pour poser les fondations que la période basse ne permettrait pas de poser. Prends les décisions, engage les projets, bâtis les structures pendant les phases hautes pour qu'elles tiennent pendant les phases basses. C'est une sagesse d'une simplicité presque déconcertante. Et c'est l'une des compétences les moins développées chez la plupart des gens. Il y a une raison à cela. Nous vivons dans une culture qui valorise l'état haut de façon permanente et qui traite les états bas comme des pannes à réparer au plus vite. Quand quelqu'un traverse une période difficile, la réponse collective est souvent « fais quelque chose, change quelque chose, bouge ». Rarement, reconnais que tu es dans le creux d'un cycle. Reste présent, maintiens le cap, laisse le pendule revenir. Cette incapacité à tolérer les états bas, à les traverser sans panique, sans décision précipitée, sans tentative désespérée de les court-circuiter, est l'une des sources les plus communes des mauvaises décisions que les gens prennent dans leur vie. On rompt une relation depuis un état de creux temporaire qui y aurait passé. On abandonne un projet depuis une période de doute qui n'était pas représentative de la réalité à long terme. On prend un tournant radical dans sa vie depuis un état d'épuisement qui colorait tout en gris et qui aurait été suivi d'une phase de clarté et d'énergie si on avait attendu. Le Kybalion offrait une alternative à ce pattern. Il disait « Développe assez de conscience sur tes propres cycles pour savoir quand tu es dans un creux, que tu es dans un creux. Pas dans la vérité définitive sur qui tu es et sur ce qui est possible pour toi. Dans un creux. Et que le creux, par définition, n'est pas le fond de la réalité, c'est simplement la partie basse d'un mouvement dont la partie haute existe et reviendra. Cette seule compétence, savoir reconnaître un creux pour ce qu'il est et ne pas y prendre de décisions irréversibles, pourrait changer radicalement la trajectoire de nombreuses vies. Chapitre 7, les 6e et 7e lois, cause et effet et le genre. Les 2 dernières lois du Kybalion sont dans un sens les plus sobres, les plus proches de ce que la pensée ordinaire accepte facilement. Mais elles ont chacune une profondeur que leur formulation simple ne révèle pas immédiatement. La 6e loi est celle de la cause et de l'effet. Toute cause a son effet, tout effet a sa cause. Tout se passe selon la loi. Le hasard n'est qu'un nom donné à une loi non reconnue. Cette dernière phrase est la plus provocatrice de la loi. Le Kybalion ne niait pas l'existence de ce qu'on appelle le hasard. Il proposait que ce qu'on appelle hasard est simplement l'effet d'une cause qu'on n'a pas identifiée. Qu'il n'existe pas d'événement sans cause. Que tout ce qui arrive a une origine dans quelque chose d'antérieur, même si la chaîne de causalité est trop complexe ou trop longue pour être retracée. Ce que cela implique pour la vie quotidienne est profond. Si tout est fait à une cause, si rien n'arrive sans raison, alors les événements qui te semblent arbitraires ou injustes ou mérités sont tous des effets de cause. Certaines de ces causes sont extérieures à toi, mais certaines sont intérieures dans tes croyances, tes comportements automatiques, tes façons habituelles de te tenir dans le monde. Et si les effets que tu vis ont des causes, et si certaines de ces causes sont dans ta sphère d'influence, alors tu n'es pas une victime passive des circonstances. Tu es un participant actif dans la création des conditions de ta vie, même quand tu ne perçois pas clairement le lien entre tes causes intérieures et les effets extérieurs. Les initiés hermétiques distinguaient 2 types de personnes face à cette loi.
ceux qui subissent les effets ballottés par les causes extérieures sans conscience des causes intérieures qu'ils génèrent, et ceux qui jouent avec la loi, qui comprennent le mécanisme et travaillent délibérément sur les causes intérieures pour influencer les effets extérieurs. Revenons un instant sur la loi de cause et effet avant de passer à la 7e et dernière loi. Le Kybalion distinguait soigneusement entre deux types de causes. Les causes mécaniques, les événements extérieurs, qui se produisent indépendamment de ta volonté, et les causes mentales, les états intérieurs, les croyances, les habitudes de pensée et d'émotion qui, de façon silencieuse et cumulative, génèrent des effets dans ta réalité extérieure. La plupart des gens ont une conscience claire des causes mécaniques et une conscience presque nulle des causes mentales. Ils savent que si une voiture les percute, c'est une cause externe. Mais ils ne voient pas que leur façon habituelle de se tenir dans une conversation, leur tendance à se fermer quand ils se sentent menacés, ou leur pattern d'hyperactivité quand ils se sentent insécures, génèrent des effets relationnels tout aussi réels et tout aussi récurrents. La loi de cause et effet, dans sa profondeur hermétique, est une invitation à développer ce que les initiés appelaient la conscience des causes intérieures. À regarder les patterns récurrents de ta vie, les types de situations qui se répètent, les types de conflits qui reviennent, les types de blocages qui réapparaissent sous des formes différentes, et à se demander honnêtement quelle cause intérieure suis-je en train de semer de façon si habituelle que je ne la vois plus. Ce travail n'est pas confortable, mais il est libérateur. Parce qu'une cause que tu ne vois pas te contrôle entièrement. Une cause que tu vois, tu peux commencer à y répondre différemment. La 7e loi est celle du genre. Le genre étant tout. Tout a ses principes masculins et féminins. Il faut immédiatement clarifier ce que le Kybalion entend par là, parce que la formulation peut prêter à confusion. Cette loi ne parle pas du genre biologique. Elle décrit deux principes complémentaires qui coexistent à tous les niveaux de la réalité et dans tous les aspects de l'expérience humaine. Le principe masculin associé à la projection, à l'initiation, à la direction, à l'action vers l'extérieur. Le principe féminin associé à la réception, à la gestation, à la création intérieure, au mouvement vers l'intérieur. Dans la sphère mentale, le principe masculin est la volonté dirigée, la capacité à focaliser délibérément l'attention et l'intention. Le principe féminin est l'imagination, la capacité à recevoir, à nourrir, à laisser se former ce qui ne peut pas être forcé. La tradition hermétique disait que la créativité réelle, la création authentique, que ce soit d'une idée, d'un projet, d'une transformation personnelle, nécessite les deux principes en équilibre. La volonté, seul produit de l'effort stérile de l'action qui force, sans laisser la place à ce qui doit émerger. L'imagination seule produit de beaux rêves qui ne se concrétisent jamais de la réceptivité sans direction. L'alchimie réelle au sens figuré et profond se produit quand les deux principes travaillent ensemble, quand la volonté dirige et que l'imagination reçoit, quand l'action s'arrête pour laisser la place à l'intuition, quand l'intuition est ensuite portée par l'action délibérée. Concrètement, dans ta propre vie créative, que ce soit dans un projet professionnel, une transformation personnelle, une création artistique ou le travail de ta propre conscience. La question que la 7e loi te pose est celle-ci: est-ce que tu forces là où tu devrais recevoir? Est-ce que tu attends là où tu devrais agir? La plupart des blocages créatifs que les gens vivent s'expliquent par un déséquilibre entre ces deux principes. Soit trop d'actions sans espace de réception et on tourne en rond, épuisé, sans accès aux insights qui viendraient si on s'arrêtait. Soit trop de réceptivité sans action pour ancrer ce qui est reçu, et les intuitions brillantes s'évaporent parce qu'elles ne sont jamais portées dans le monde matériel. Les 7 lois sont maintenant posées. Chacune d'elles est un outil. Il reste à comprendre comment les utiliser. Chapitre 8. Comment utiliser les 7 lois maintenant? Les anciens hermétistes avaient une phrase qu'ils répétaient à leurs disciples après avoir enseigné les 7 lois. Ils disaient « Connais les lois et tu seras libre, ignore-les et tu seras leur esclave ». Cette formulation n'est pas une menace. C'est une description du mécanisme. Les 7 lois hermétiques opèrent que tu les connaisses ou non. Le rythme oscille. La polarité structure les contraires. La correspondance aligne l'intérieur et l'extérieur. La vibration modifie les états. Tout cela se passe en permanence, à chaque instant de ta vie. La différence entre connaître les lois et ne pas les connaître n'est pas que les lois s'arrêtent de fonctionner quand tu les ignores. C'est que quand tu les ignores, tu es ballotté par elles de façon inconsciente, tu subis leurs effets, sans comprendre leur origine et sans possibilité d'y répondre délibérément. Alors voici comment travailler avec chacune d'elles, concrètement. Avec la loi du mentalisme, la pratique est de prendre conscience de l'état de conscience à partir duquel tu rencontres ta journée. Pas l'état que tu voudrais avoir, l'état réel. Honnêtement observé. C'est la base de tout le reste. Parce que si l'univers est mental, et si ton expérience de la réalité est filtrée par ton état de conscience, alors la première question de chaque journée n'est pas « qu'est-ce que je dois faire ?» Elle est « à partir de quel état est-ce que je vais vivre cette journée ?» Avec la loi de correspondance,
La pratique est d'utiliser ta réalité extérieure comme un miroir. Quand quelque chose dans ta vie extérieure te dérange, te blesse, ou se répète de façon frustrante, avant de chercher la cause à l'extérieur, regarde à l'intérieur. Quelle croyance, quel état émotionnel chronique, quel pattern de comportement automatique pourrait correspondre à ce que tu observes dehors? Avec la loi de vibration, la pratique est de surveiller délibérément ce que tu nourris. Pas seulement ce que tu penses, ce à quoi tu consacres ton attention de façon prolongée, les pensées auxquelles tu reviens, les émotions que tu laisses s'installer, les conversations que tu choisis d'avoir ou d'éviter. Tout cela modifie ta vibration de façon cumulative. Avec la loi de polarité, la pratique est de ne jamais rester bloqué dans un état négatif en croyant qu'il est définitif. Identifie le pôle opposé sur le même continuum et cherche 1 degré à la fois à te déplacer vers lui, pas un bond. 1 degré. Avec la loi du rythme, la pratique est de reconnaître les cycles dans lesquels tu te trouves, de ne pas prendre de décision définitive depuis les creux, de construire pendant les phases hautes et de maintenir une observation tranquille du balancement sans t'y identifier. Avec la loi de cause et effet, la pratique est de prendre la responsabilité totale de tes causes intérieures. Non pas en te blâmant pour les effets extérieurs difficiles, mais en cherchant honnêtement les causes que tu génères et que tu pourrais modifier. Et avec la loi du genre, la pratique est d'équilibrer l'action et la réception, de ne pas forcer quand ce qui est nécessaire est de laisser émerger, et de ne pas rester dans l'attente passive quand ce qui est nécessaire est l'action délibérée. C'est cette pratique appliquée avec constance constitue ce que les initiés hermétiques appelaient le travail. Non pas un travail de performance ou d'accumulation, un travail intérieur, le seul qu'ils considéraient comme véritablement transformateur. Je veux revenir sur quelque chose d'important avant qu'on arrive à la conclusion. Les hermétistes avaient une mise en garde qu'ils délivraient systématiquement après avoir enseigné les 7 lois. Ils disaient « ces principes peuvent être mal utilisés ». Pas au sens où ils se transformeraient en quelque chose de négatif si on les applique de façon sincère, mais au sens où leur formulation peut être récupérée par l'ego pour construire une nouvelle forme de confiance illusoire. Ce que les initiés voulaient dire par là est ceci. Quelqu'un qui apprend le principe du mentalisme peut conclure que puisque tout est esprit, il suffit de penser positivement pour que les choses se mettent en place sans effort. Quelqu'un qui apprend la loi de cause et effet peut commencer à juger les autres. Ils souffrent parce qu'ils ont planté de mauvaises causes avec une certitude qui n'appartient pas à un esprit, vraiment éveillé. Quelqu'un qui apprend la loi du rythme peut utiliser l'idée de cycle pour justifier l'inaction. Je suis dans un creux, je vais attendre que ça passe, alors que parfois ce qui est nécessaire est précisément une action, même depuis un état bas. Les lois hermétiques ne sont pas des excuses, elles ne sont pas des promesses de facilité, elles ne sont pas des verdicts sur qui mérite et qui ne mérite pas. Ce sont des outils de compréhension, et comme tous les outils, leur valeur dépend entièrement de la main qui les tient et de l'honnêteté avec laquelle elle les utilise. L'honnêteté est le mot-clé de toute la tradition hermétique. Pas l'optimisme, pas la pensée positive, pas la confiance aveugle dans des forces cosmiques bienveillantes. L'honnêteté, la capacité à regarder ce qui est réellement là, dans sa réalité intérieure et extérieure, sans embellissement et sans catastrophisme. C'est depuis cet endroit-là que les 7 lois deviennent vraiment des outils de transformation. En conclusion, tu vivais déjà, selon ces lois, sans le savoir. Au début de cet audiolivre, j'ai dit que les 7 lois hermétiques opèrent que tu les connaisses ou non. Et maintenant que tu les connais, je veux que tu mesures ce que ça change vraiment. Ça ne change pas les lois. Elles fonctionneront exactement de la même façon demain qu'hier. Le rythme oscillera. La correspondance alignera l'intérieur et l'extérieur. La vibration amplifiera ce que tu nourris. La polarité structurera tes expériences entre leurs 2 pôles. Ce qui change, c'est ta relation à tout ça. Hier, quand tu traversais une période difficile, tu pouvais l'interpréter comme une preuve que quelque chose n'allait pas fondamentalement chez toi comme un verdict sur ta valeur ou tes capacités. Aujourd'hui, tu peux la reconnaître comme le creux d'un cycle, un creux qui a un pôle opposé et une durée limitée. Hier, quand les mêmes types de situations se répétaient dans ta vie, tu pouvais les attribuer à la malchance ou à la fatalité. Aujourd'hui, tu peux te demander quelle cause intérieure correspondant à cet effet extérieur mériterait d'être examinée. Hier, quand tu te sentais bloqué dans un état émotionnel difficile, tu pouvais croire qu'il était permanent et immuable. Aujourd'hui, tu sais que tout vibre, que les états changent et que la direction du changement peut être influencée. Ce savoir, c'est cette loi, a été gardé secret pendant des millénaires. Non pas parce qu'il était dangereux en soi,
mais parce que les gardiens de cette tradition croyaient qu'il ne pouvait être utile qu'à ceux qui cherchaient vraiment, qui posaient les bonnes questions, qui étaient prêts à regarder honnêtement leur réalité intérieure, qui voulaient comprendre et pas seulement croire. Il y a quelque chose que la plupart des gens ne font pas avec un enseignement de cette profondeur. Ils l'écoutent, ils trouvent ça intéressant, ils passent à autre chose. Et 2 semaines plus tard, les idées se sont estompées, pas parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles n'ont jamais rencontré leur vie quotidienne. Elles sont restées dans la catégorie des belles idées et n'ont jamais migré vers la catégorie des outils que j'utilise. La différence entre quelqu'un pour qui cet enseignement change quelque chose de réel et quelqu'un pour qui il reste une curiosité intellectuelle intéressante tient à une seule chose. Est-ce que tu vas choisir une des 7 lois, juste une, et te demander, chaque jour pendant les 30 prochains jours, comment elle se manifeste dans ta vie? Pas toutes les 7, une seule. Celle qui résonne le plus, celle qui dérange le plus, celle qui touche quelque chose de précis dans ta situation actuelle. Choisis-la maintenant, avant la fin de cet audio-livre. Laisse-la t'accompagner. Et regarde ce qui se passe quand tu commences à voir ta réalité à travers le prisme de cette loi. En écoutant jusqu'ici, tu as montré que tu fais partie de ces gens qui cherchent vraiment. Il y a une dernière chose à dire avant de conclure. Les initiés hermétiques ne croyaient pas que la connaissance des 7 lois était suffisante en elle-même. Ils disaient, et c'est peu, être la chose la plus importante qu'ils aient jamais enseignée, que la compréhension intellectuelle d'un principe ne vaut rien sans son intégration dans la vie vécue. On peut connaître les 7 lois par cœur, les citer avec précision, les expliquer à d'autres et n'en avoir rien intégré du tout. Parce que l'intégration ne passe pas par la tête. Elle passe par l'expérience répétée, par la pratique dans les moments difficiles, par la capacité à se souvenir d'un principe au moment précis où il serait le plus utile de s'en souvenir, c'est à dire au moment où on est le moins disposé à y penser. C'est le travail. Pas une session de lecture, pas un audio-livre, une pratique dans le temps réel de ta vie. Le Kybalion se termine par une phrase que les initiés transmettaient à leurs disciples après des années d'études. Une phrase que je vais te laisser maintenant comme la dernière chose que tu entends dans cet audio-livre. Les lèvres de la sagesse sont closes, sauf aux oreilles de la compréhension. Tu comprends maintenant. Les lèvres se sont ouvertes. Ce que tu fais de ça, à partir d'aujourd'hui, dans ta vie réelle, dans les moments ordinaires et dans les moments difficiles, c'est le commencement de ton propre travail. Et ce travail, il n'a pas de fin. Seulement des profondeurs nouvelles qui s'ouvrent au fur et à mesure que tu avances. Continue d'avancer,